Profitez d'un son exceptionnel partout, tout le temps, avec Sonos Roam, l'enceinte nomade et intelligente pour toutes vos aventures. Écoutez de la musique, des podcasts et tous vos contenus audio. En Wi-Fi quand vous êtes à la maison et en Bluetooth pour toutes les autres occasions. 10 heures d'autonomie, résistant à l'eau et un son incroyable pour une si petite taille. Le Sonos Roam est toujours prêt pour vous accompagner partout. Rendez-vous sur sonos.com pour en savoir plus et pour commander votre Sonos Roam. Il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je suis aux toilettes. Oh le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur. Ça coûte, c'est marrant, on a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez toi. Je veux pas rentrer chez moi. Oh là. Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans Micro-ondes Podcast, votre podcast numéro 1 sur l'émission culinaire d'M6 Top Chef tous les mercredis soirs. Avec moi cette semaine pour ce nouveau numéro, une brigade de choc, une brigade exceptionnelle puisque j'ai Raoul. Salut Raoul. Salut Raphaël. Comment ça va de se placer pour une fois dans la position du chroniqueur heureux? Ouais, écoute, c'est rigolo d'arriver un peu les mains dans les poches, tu vois, alors que je sais que tu as fait un gros travail de préparation, donc je te remercie d'avoir endossé ce rôle. Je n'ai pas dormi de la nuit pour préparer cette émission au mieux et je comprends prendre de ta place. Bravo. Et avec nous deux, de rien. Et avec nous deux, c'est Seb cette semaine avec nous. Salut Sébastien. Salut Raph, salut Raoul, salut à tous. Hello. Ça va Seb, sous ce beau soleil à mon avis provençal, si on trahit pas trop de là où tu es? Ah non, ça va impeccable. Nous il fait beau 300 jours par an, ça en fait partie. Magnifique. Alors vous l'aurez compris, cette semaine, un épisode XXL, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui s'est passé hier, puisque c'était l'épisode tant attendu de la guerre des restos, aussi bien attendu par les candidats que par le public de manière générale. Un épisode qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, et on y reviendra sans aucun doute là-dessus. Et puis, vous commencez à avoir l'habitude. Ensuite, on enchaîne sur le top, le flop et notre classement toujours plus précis, toujours plus accurate, comme diraient les Anglais. Voilà, donc un petit jingle et on se retrouve juste après. Stéphane, vous voulez pas vous asseoir avec nous? Bon, pourquoi pas? Je goûterai un peu, mais je juge pas. Et j'ai senti un truc long. Il y avait un truc long, comme ça, là, qui m'a juté dans la bouche. 3, 2, 1, top, c'est terminé. Donc, messieurs, on revient sur cet épisode tant attendu de la guerre des restos. J'allais dire surprise, pas surprise, parce que M6 nous l'a tellement teasé depuis le début de la saison, dans le dossier de presse. On l'a même vu dans l'extrait de l'épisode que cette année, il y aurait comme, on va dire, spécificité à l'épisode, le côté vente à emporter. Déjà là-dessus, est-ce que c'était sur le papier, c'est quelque chose qui vous a plu, qui vous a attiré cet aspect vente à emporter, Seb? Ouais, beaucoup. Après, je m'attendais à ce que vraiment tout le monde fasse de la vente emportée, quoi. Qu'il n'y ait pas une partie du jury qui déguste sur place et une autre partie qui déguste chez elle, parce qu'au final, c'est ce qui a fait la différence. Ouais, c'est vrai. Raoul, de ton côté, je dirai après ce que j'en pense, mais Raoul, pareil, ça t'a attiré le côté vente à emporter ou? Je comprends l'envie d'M6 de coller un peu à la réalité et je trouve ça assez intéressant. C'est pas forcément ce que j'attendais dans cette épreuve, mais je suis pas surpris qu'elle soit là. Et puis en fait, avec le recul, c'est assez bien. Ça colle un peu à la réalité. Ça aurait été bizarre en fait de faire un truc que sur place, je trouve. Donc bien joué de l'avoir fait, même si bon voilà, pour moi c'était pas vraiment un truc très impressionnant, très incroyable quoi. Non, c'est sûr, je vous rejoins. Après, là où je rejoins peut-être Seb, c'est le côté un peu finalement que les chefs aussi soient sur place. Ça va être un peu étonnant dans la répartition des voix, et on l'a vu, on y reviendra. Il y a une vraie différence du coup entre à la maison et au restaurant, et c'est ce qui a fait la différence sur cette épreuve, mais on y reviendra.
Donc, pour préciser, on revient sur les équipes déjà, sur les duos qu'on avait. Donc, on avait Sarah et Arnaud ensemble, Mathias et Mohamed ensemble, et Pierre et Bruno ensemble. Déjà, vous, quand vous avez vu cette répartition des duos, Raoul, est-ce qu'il y en a un, tu t'es dit, OK, ça va être compliqué pour eux deux, ou ça te semblait assez homogène, on va dire, au tirage? En vrai, ça me semblait assez homogène. Moi, je me suis dit, Mohamed, Mathias, il y a un gros niveau. Sarah et Arnaud, c'est un peu les deux fifous, ça peut faire un truc. Et Pierre et Bruno, c'est une association aussi qui aurait pu marcher sur le papier. Donc, non, moi, je trouvais que c'était plutôt équilibré sur le papier. Même avis là-dessus? Ouais, idem. Après, je suis content parce que ça, c'était une bonne chose, c'est que les brigades se sont super bien entendues tout le long. Ouais, c'est vrai que par rapport à d'autres saisons, on n'a pas eu un début de guerre des restos un peu froid entre deux candidats où tu sens que ça, comme c'était l'an dernier, Diego et David de ouais. mémoire, où ça avait été quand même compliqué à se lancer et du coup on avait l'impression qu'ils avaient déjà presque perdu l'épreuve à ce niveau-là. Donc là-dessus, je vous rejoins. Et ce qui est sympa, surtout, c'est moi j'aime bien le moment où ils visitent, où ils regardent et ils se disent ouais, moi je veux celui-là. Et je trouve ça un peu surfait quand t'en as deux qui font semblant de se battre pour un resto. Et c'est dommage parce que derrière t'as toujours un binôme qui est déçu et tu te dis bon bah ils partent pas du bon pied. Là les trois tout de suite on dit on veut celui-là. Et bon bah ça rendait le truc un peu sympa. Moi j'ai préféré. Non, je te rejoins. Là-dessus, c'était assez sympa. Du coup, on va aller prendre concept par concept, j'ai envie de dire. Donc, on commence par Pierre et Bruno qui nous proposent un restaurant donc qu'ils vont surnommer La Coloc, où le concept, c'est un peu d'avoir l'impression de manger à la maison entre potes. Ce qui donne un menu, messieurs, je crois que c'est Seb en off, on en parlait hier soir. Peut-être un peu en plan le menu qu'il propose, non ? Ouais, c'est ce que je pense, c'est ce qui a fait la différence, parce que extérieurement, quand on te dit François-Régis Gaudry va choisir par rapport à l'extérieur, par rapport aux deux autres, franchement c'était le plus joli. L'intérieur avait l'air vraiment sympa, mais après le menu fait partie de l'extérieur aussi. Donc je pense que quand il s'est arrêté, ça a fait la différence. Et il n'y a pas eu de nom un peu pompeux. Voilà, il n'y avait pas de nom pompeux. Tu savais qu'est-ce qu'ils allaient servir, quoi. Pour rappel, sur le menu, alors j'ai un trou sur l'entrée, le plat c'était un pot-au-feu et le dessert une tarte tatin. Il voulait faire un œuf au départ, non ? Un œuf mollet ou parfait. Ouais, ils voulaient faire le parfait, mais finalement ils l'ont pas fait parce qu'ils se sont dit sur place ça va être trop compliqué à livrer, donc on va faire que mollet. Avec la salade de pommes de terre, ça avait l'air super bon. C'est sûr. Raoul, toi aussi, au niveau de l'extérieur, c'était celui qui t'attirait le plus des trois ? Oui, en fait, c'est maintenant qu'on y va dans la mauvaise foi ou pas ? Non, je rigole, mais en fait, le truc c'est que évidemment, moi j'ai beaucoup de sympathie pour Pierre et Bruno comme candidats et comme cuisiniers, et du coup leur idée me plaisait bien, j'aimais bien dans la direction qu'ils ont choisi, ce côté un peu à la maison. J'entends quand les chefs ils disent ah ouais mais bon il faut faire attention que ça fasse pas trop à la maison, qu'on aille un peu au resto. Moi ça m'aurait pas trop choqué, et puis ouais il y avait le baby-foot, il y avait la guitare, il y avait les trucs, je trouvais ça cool, et le menu oui il était pas c'était pas ronflant, mais des classiques revisités et bons. Moi je préfère ça à des trucs un peu trop compliqués, mais là où il y a eu une erreur je pense stratégique de Pierre et Bruno, et ça rejoint ce que dit Seb, c'est que en fait tu t'adresses à François-Régis Gaudry et que il faut faire un truc où ça envoie par paquet de 100 parce que sinon c'est pas assez bien, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai tout senti, moi. Ouais, non, mais j'entends ce que vous dites. Je suis un peu moins d'accord sur le côté. Tu n'as pas notre haine de François-Régis, c'est pour ça. Non, j'avoue que moi j'ai rien contre ce brave François-Régis Gaudry. D'ailleurs, je crois même que j'ai un livre de bouffe de lui. Mais bref, façon, faudrait que je vérifie. Il me semblait avoir vu son nom sur la couverture. Moi, en fait, c'est plus, et du coup, on va passer sur les audios. Je pense qu'ils le perdent aussi. Enfin, ils le perdent clairement sur le menu. En comparaison, parce qu'en fait, un de leurs problèmes, c'est qu'ils vont être opposés, et du coup, on peut passer sur Sarah et Arnaud. C'est parce que Sarah et Arnaud, au final, quand tu regardes leur menu, donc eux, ils sont partis sur un concept qu'ils vont appeler le bouillon urbain, qui est un mélange un peu de revisite de plats classiques façon street food. Et c'est là où je pense que
c'est ce qui a mis dedans en fait Pierre et Bruno, c'est qu'ils se sont retrouvés face à une autre équipe qui avait un peu la même idée de retravailler un peu des classiques de la cuisine, sauf qu'ils sont allés plus loin encore dans le concept. Je pense que du coup ils sont tombés juste sur une équipe qui a poussé le truc un peu plus. Donc messieurs, le bouillon urbain, et là je crois que d'un avis commun, on peut le dire, c'était le gros moment de la soirée, le grand moment quand Arnaud était en charge de la décoration. Raoul, je pense que là, on a vécu un grand moment de télé. Ah, on a vécu un moment d'histoire de Top Chef, hein, clairement. Il balance les verres, qui casse devant, il jette son espèce de porte parasol, là, il renverse tout. C'est incroyable. À tel point que, et moi ça m'a fait hurler de rire, quand Sarah vient dehors pour voir, lui il est tout fier, il monte son truc. Bon, évidemment, Sarah elle est choquée, mais tu vois les gens derrière, les gens qui passent, ils s'arrêtent, ils regardent, ils disent, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il fait le type? Il est en train de tout casser. Parce qu'en plus, je crois que c'était en bas d'un immeuble ou quoi. Ah non, c'était celui de la coloc. Mais bon, il y a des gens qui vivent autour, quoi. Et tu vois ça qui s'installe devant chez toi, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Il y a des gens qui viennent tout casser. Ça a dû faire peur. Et ça rendait un truc apocalyptique, mais qui correspond tellement à ce que Arnaud nous montre depuis le début et qu'on adorait chez lui. Donc, c'est très bien qu'il ait pu le faire. C'est très bien aussi qu'il se soit fait un peu cadrer par Sarah, je trouve. Seb, toi, le côté squat punk à chien, c'était ton truc ou pas? Ouais, non, pas du tout. Là, franchement, en plus, c'est pas ça, c'est qu'il y a les chefs qui passent devant. Ils disent, ah mince, on a raté le resto. Faudrait peut-être s'occuper de la façade. Il y va, il dit, ouais, c'est bon, je m'en occupe. Il sort dehors, il fout le souk, tout fier, il tape dans les mains, il dit, c'est bon, je m'en suis occupé. Il manquait juste voilà, les seringues, un gros clébard, et c'était un squat. Ouais, non, mais je suis d'accord sur l'idée. En plus, ce qui est marrant, c'est que quand tu vois l'image de la façade extérieure avant qu'ils s'en occupent et après qu'ils s'en occupent, t'as presque l'impression que c'est encore plus le bordel juste après qu'ils s'en soient occupés, et ça faisait presque moins squat, en fait, on va dire, juste avant. Après, voilà, ils sont partis sur un parti pris qui a marché, hein, clairement, parce que alors, ça a marché visiblement de ce qu'on nous dit dans le montage, de ce que nous dit après Stéphane Rothenberg, c'est passé d'un cheveu. Et du coup, ils font la différence sur leur menu. On peut revenir dessus. Où là, je pense, par contre, on était tous assez attirés par ce menu, donc avec une entrée sur des nuggets de cuisses de grenouille. Ensuite, on avait une sorte de tacos galette autour du bœuf bourguignon, et puis un donuts Paris-Brest qui avait l'air lourd dans tous les sens du terme, vraiment figuré, calorique, bref. Clairement, ils font la différence sur le menu, non? On est d'accord, Raoul? Oui, en plus le menu, je repense à la coloc de Pierre et Bruno, le menu, bon bah voilà, c'était assez sobre, c'était l'intitulé avec le plat, bon très bien. Là, ils ont fait un effort pour coller un peu au thème street avec le truc en forme de carte de métro, un peu tourné, l'écriture décalée, ouais, super. C'était pas non plus écrit en gothique quoi, mais ouais, il y avait un petit effort qui a été fait là-dessus et je pense que ça a interpellé. Et puis tu l'as dit, ils ont été plus loin dans la revisite avec un côté street food qui colle à leur thème. Disons que la logique était respectée jusqu'au bout, là où peut-être Pierre et Bruno sont un peu pas retenus, mais se sont dit on va être simple et efficace. Là, et Sarah et Arnaud, ils ont été pas simples et efficaces, et c'est ça qui les fait gagner, en tout cas qui fait que sont choisis par rapport aux autres, je pense. Alors Seb, est-ce que tu penses pas que quand Arnaud sur la façade extérieure du resto écrit « Tous mangent à la main », est-ce que c'est pas en fait un peu le move, le game changer, on va dire, pour eux? C'est que on a l'impression quand même que ça attire le regard de Gaudry, en fait, ce concept de tout pouvoir manger à la main. Ouais, clairement. Ça, et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le menu. Après, nous, de l'extérieur, donc quand tu vois les 3 établissements, tu comprends assez rapidement que le restaurant de Mathias et Momo va passer et que ça va se jouer entre les 2. Et entre les 2, c'est au niveau donc du menu et de ce qui était inscrit à l'extérieur, donc tout se mange à la main. Donc là, ça lui a fait tilt. Il a dit: «Ah OK, donc classique, revisité, street food, ça se mange à la main». Donc je pense que c'est ce qui a fait changer sa voix, pardon. Ouais, non, je pense aussi, effectivement. Donc, on arrive sur le troisième concept, on a un peu parlé, donc Mathias et Mohamed, qui partent assez rapidement et facilement. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était la première fois de la saison où on avait un Mathias autant à l'écoute de son partenaire. Hein. Non, mais c'est vrai, je veux dire, carrément. Hein, il était, vas-y Momo, dis-moi ce que tu veux faire. Il l'a vraiment accompagné dans ce mouvement. Et donc, nos deux comparses partent sur un principe de restaurant, on va dire berbère, gastro en fait, hein, clairement, où on sort du cliché du couscous pour aller un peu plus loin en termes de saveur et de goût.
Toi, j'ai l'impression que t'avais pas été trop conquis, que ce soit par la déco, le menu, c'est... Qui, moi? Ouais. Ah bah non, moi j'ai pas été conquis. Après, voilà, là c'est une gastronomie qui me parle moins, et on en discutait un peu entre nous pendant l'émission, et je rejoins Ben qui disait que c'est des trucs qu'on voit, qu'on a l'impression de voir beaucoup. Je suis assez d'accord là-dessus aussi. Ouais, moi ça m'aurait pas emballé, mais encore une fois là c'est très personnel, surtout sur le menu. Et j'avoue que voilà, la déco, bon, oui, les tentures au plafond, ça rend bien l'ambiance, mais là où tu vois les chefs disaient, ah, alors que ma petite fille hurle à côté, c'est normal, tout va bien, rassurez-vous, elle est entre de bonnes mains. Là où les chefs disaient, bon, quand on va au resto, il faut quand même que on aille au resto, on va pas chez des copains machin. Et ben voilà, moi encore aller chez des copains ça va, aller manger dans la tente dans le désert, bon c'est moins mon kiff. Mais là encore une fois, c'est très perso. Donc bon, c'est vrai que ça m'a moins plu, mais ça collait bien avec ce que nous a dit Baptiste de Mohamed là quand on l'a eu en interview la semaine dernière, le Louis XIV berbère, voilà c'est ça, c'est la tente berbère mais retravaillée et façon un peu gastronomique quoi. Donc c'était bien. Seb, toi de ton côté, nomade, c'est un concept qui t'attirait ou... Le menu, ouais. Après la déco, franchement, non. Alors après avoir foutu le feu à la cuisine, ils ont failli foutre le feu au plafond avec, Oui, en plus. avec les bougies, les tentures. Il a failli jamais ouvrir. Mais après, au niveau menu, ça avait l'air appétissant. Alors bien sûr, t'en as parlé, on doit revenir aussi en partie dessus. La première fois qu'on voit ça dans la gare des restos, Mohamed qui fout le feu à son agneau, qui devient même plus braisé, qui à ce niveau-là est cendré. Au moment là aussi, Raoul, on a quand même bien rigolé parce qu'en plus les trois gars sont en train d'installer un truc dehors, une palissade à la con, et ils se retrouvent à rentrer dans la cuisine et à regarder le feu. C'était assez enfin bon, on en rigole parce qu'il y a rien de dramatique, Oui, mais voilà. mais bon, même dehors, hein, ils avaient l'air un peu, quand ils regardaient le feu de l'extérieur, ils avaient l'air un peu, bon bah ok, on a fait une boulette, mais bon, Oui, c'est sympa quoi. Oui, en fait, oui, tu l'as dit, ça va qu'après coup, heureusement, personne n'a rien eu de grave, que bon, il y a pas eu plus de problèmes que ça. D'ailleurs, du coup, c'était un peu éducatif en un sens, parce que tu vois du coup derrière le professeur Etchebest qui te dit, alors, en cas d'incendie, il faut surtout ne pas paniquer et tout de suite couper la source d'électricité. Donc bon, bah pourquoi pas, tu vois, t'apprends aussi un peu des trucs. Moi, je m'interroge juste simplement sur comment est-ce que ça a pu les handicaper par rapport aux autres. Moi, j'avais quand même l'impression que du coup, ils ont dû repartir pas mal de zéro sur plein de trucs. Parce que, bah évidemment, dans ce moment-là, quand tu viens avec l'extincteur, tu te dis pas « Attends, il faut pas trop que j'arrose à côté parce que je risque d'en mettre sur la préparation qu'il a commencé à faire. » Non, le but, c'est quand même que la maison, elle crame pas. Hein. Donc ils étaient tout là. Quand ils reviennent, la cuisine, elle est en bordel, il y a plus rien qui est là. Et ils ont quand même eu le temps de tout refaire, machin. J'imagine et j'espère, ça aurait été fair play, qu'ils ont peut-être eu un supplément de temps par rapport aux autres, parce que bon bah là tu peux quand même pas faire grand chose. Mais donc ouais, je m'interroge juste là-dessus, comment est-ce que ça a été géré par la prod, parce que ça me paraît quand même un gros handicap. Tu penses pas qu'en fait c'est une séquence qui est sur plusieurs jours? Moi je pense, enfin je me demande si cette gare des restos est vraiment faite les trois candidats en même temps. C'est ce que je pense aussi. Est-ce que c'est pas une semaine balisée là-dessus? Ils ont tous 2 jours dans la semaine pour préparer le truc, et ce qui permet d'avoir justement en cas de problème comme ça de rallonger un peu sur la semaine, et de pas faire que les autres attendent dans le resto d'à côté, attendent pour servir, tu vois. Donc, je pense qu'en fait c'est ça le secret à mon avis, c'est plus sur une répartition dans la semaine, et qui fait que tu peux en cas de problème dans un des restos, tu peux prendre un peu plus de temps avant de faire les 2 autres ou bon. Et puis tu fais en sorte que les gens qui goûtent s'habillent de la même manière à chaque fois qu'ils vont dans le resto, comme ça à la télé on n'y voit que du feu. D'ailleurs je suis certain d'un truc aussi, je vais peut-être vous casser un mythe, chers auditeurs et auditrices, mais les chefs qui regardent l'installation des candidats avant d'y aller, en mode ah voilà attention ça il va falloir faire gaffe, oulala cette déco j'aurais pas fait comme ça, c'est forcément a posteriori, puisqu'ils regardent un montage, et le montage il a pas pu être fait instantanément, donc je suis sûr qu'ils y vont, ils arrivent le jour J quand les mecs s'installent, ils se rendent compte qu'il y a des trucs qui vont pas, et du coup quand ils reviennent ensuite en studio, ils disent bon qu'est-ce que j'ai dit sur place, ah oui j'ai dit que ce menu ça allait pas aller, oh là là je vois que ce menu ça ne va pas aller du tout, donc voilà, je suis à peu près certain que ça s'est passé comme ça, donc il y a forcément de la prod derrière, ça rend très bien et on y croit, mais bon du coup cet incendie heureusement n'a pas eu plus de conséquences que ça.
Non, non, effectivement. Donc, pas plus de conséquences. Donc, du coup, Mathias et Mohamed partent sur un menu. Donc, une entrée autour du maquereau, du concombre et du citron. Un plat autour de l'épaule d'agneau confite avec, de mémoire, du houmous et un bouillon, une chorba, donc une sorte de bouillon de légumes, je crois, Épicé. tunisien. Ouais, épicé. Je me demande si c'est pas tunisien à l'origine. Bon, bref. Ouais, chacun a sa variante. En Sa fait. version, ouais, ça doit être sans aucun doute. Et puis après, un dessert autour de la pistache Fleur d'oranger, le sponge cake Orange. à la pistache. Ouais. Et du coup, ils ont rajouté le gel citron qu'ils ont oublié sur leur entrée. C'est ça. Ouais, qui m'avait l'air pas mal, hein, pour le coup, le petit dessert en termes de goût. Bon, bref. On l'a pas dit aussi, hein, Stéphane Rothenberg, vous allez me dire ce que vous en avez pensé, qui annonce avant même que les candidats partent sur cette guerre des restos, qui annonce que le menu, le resto gagnant verrait son menu décliné chez un partenaire. Alors, je sais pas si on a le droit de les citer, chez un partenaire de livraison de repas à domicile. On est sponsorisé par personne, hein, on fait ce qu'on veut. Non, mais là-dessus, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé ça hyper cool sur le principe. De se dire que dès le lendemain, tu pouvais potentiellement retrouver le menu gagnant de la guerre des restos. J'ai trouvé que ça, en termes de partenariat, celui-là était vraiment sympa. Tu t'es dit, vas-y, je commande demain le menu. Ouais, franchement, ça peut être sympa, c'est bien pour eux. Après, à voir comment le plat va être réalisé et qui va le réaliser. Ouais. Parce que c'est dans 9 villes, je crois. Ils ont donné les Voilà. infos là-dessus, je l'ai vu. Mohamed qui l'a mis sur Instagram, il a dit que ce qui était à Paris, c'est fait par eux, par Mathias et Mohamed qui vont le faire. Donc j'imagine à partir d'aujourd'hui, et ça va peut-être durer 2 semaines, je crois, ils ont dit. Mais donc il y aura Semaine, je crois, mais- ouais, mais bon, il y aura sans doute un nombre limité par jour, hein, parce que bon, il C'est ça. n'y a pas quand même que ça à faire. Et il a dit, à peu près texto, dans les autres villes, ce sera fait par des grands chefs qui sont formés sur le menu et qui feront ça très bien aussi. Donc voilà, j'imagine que quand t'as le temps et quand t'as les infos et voilà, ça ressemblera à peu près à ce qu'on pourra avoir Ouais. un peu partout en France, ouais. Sans Oui, doute, sans doute. oui, après, ça dépendra du livreur aussi. Oui, Ouais. bah ça, on va y revenir Ouais, après. ouais. On va y revenir après, parce que clairement, il y a eu pas, je vais pas dire publicité mensongère, mais bon, sur les boîtes de livraison, la manière dont elles arrivent, je reste sceptique. Du coup, revenons à l'épreuve. Donc, on a développé les 3 concepts des candidats, et là, on apprend après que François-Régis Gaudry choisit donc Bouillon Urbain, donc le restaurant de Arnaud et Sarah, et Nomade, le restaurant de Mathias et Momo, et décide donc d'éliminer la coloc de Pierre et Bruno, qu'on sent assez affecté, hein, pour le coup, vraiment déçu, ce qui peut se comprendre vu le temps que tu passes sur réfléchir au menu, travailler le resto. Bon, on a déjà expliqué. Je sais que vous, on peut trahir un peu nos échanges en off. Vous étiez un peu déçu de ce choix-là, Raoul. Je te laisse développer pourquoi oui, ça t'a- moi de toute façon, voilà, encore une fois, je suis pas forcément objectif, hein, mais c'est pas le but. J'étais déçu pour Pierre et Bruno. J'étais déçu de pas voir ce que ça aurait pu donner, et je suis certain que en fait, je repense un peu à l'an dernier, ce qui avait beaucoup plu chez Adrien et Mallory, c'était un peu cette ambiance sympa et ce concept un peu cosy qui avait plu. Oxy qui avait été contrebalancé par le fait que du côté de chez Gratien et Maury, c'était la catastrophe, certes, mais voilà, je pense que François Régis j'ai oublié le nom de celle qui l'accompagnait, mais que eux deux plus les 4 chefs auraient passé un super moment et auraient sans doute donné des points pour le direct à ce moment-là. Je me rends pas bien compte de ce qu'aurait donné leur vente à emporter, donc je sais pas dans quelle mesure ça aurait marché. Maintenant, on l'a assez vite vu venir, je trouve, parce que voilà, Gaudry a pas été emballé non plus par leur truc, là où à côté il a fait un peu le mec choqué devant la street, genre waouh, attention, mais ça attends, il dit un truc genre ah là on pousse le concept un peu loin quand même, en mode oh putain c'est quoi ce truc, mais finalement bah voilà, la proposition va loin quand même. Attends, ok, qui dit ça, bref, mais donc voilà, une fois que tu vois qu'il fait genre il est choqué, mais je pense que dans sa tête il se dit ouh je suis un fifou, on va aller voir ce truc de street, et ensuite ouais je l'aime pas trop, ça sent, bon c'est pas grave, mais et Mohamed et Mathias, il était conquis, donc assez vite j'ai compris que malheureusement on ne verrait ni Pierre ni Bruno ce soir. Oui, non, mais c'est ça. Moi, pour le coup, sincèrement, je comprends son choix, comme on l'a dit, donc je vais faire vite, mais il arrive sur la proposition de Mathias et Momo, c'est vraiment différent des 2 autres. On part sur un voyage en termes de goût, de machin, donc qui décide de garder celui-là dans le sens,
c'est différent des deux autres, on va ailleurs, je suis pas surpris. Et après, je l'ai dit, il choisit à mon sens le concept resto qui pousse un peu plus loin que l'autre l'idée de revisite de plats classiques. Donc voilà, moi ça m'a pas tellement étonné, mais clairement sur les réseaux sociaux, on voit que beaucoup ont critiqué ce choix, et notamment beaucoup reproché à l'aspect au bouillon urbain donc de Sarah et Arnaud, le côté vraiment trop dégueulasse pour en fait te donner envie d'y rentrer. Donc pour eux, ça aurait dû être éliminatoire de facto. Bon, c'est un choix qui se défend. Alors, on enchaîne sur donc la suite. Donc, on a les 2 restos en compétition pour l'emporter. Là, on voit, et ça a vraiment été une compétition, j'ai envie de dire presque en 2 temps. D'abord, ce qui s'est passé au restaurant, où là, on a senti assez rapidement que ça se passait quand même mieux du côté de chez Sarah et Arnaud, non, Seb? Ouais, Arnaud a pris la déco à sa sauce. Sarah a de suite eu les idées pour la cuisine. C'était Pauline, ouais, c'est ça, avec Pauline. Donc, Yes. ils sont bien entendus. Et après, voilà, malheureusement, je pense qu'elle n'a pas assez réfléchi à ses plats et faire la différence entre la vente sur place et la vente à emporter. C'est effectivement, on est parti sur on reviendra sur le côté street food. Ils ont eu l'air vraiment de réfléchir que sur la partie resto. Pourtant, ils ont eu l'alerte des chefs qui sont passés, qui les ont interrogés sur la capacité, enfin sur le fait que le nugget resterait croustillant une fois emporté, etc. Ils n'ont pas tellement changé leur recette à ce moment-là. On les a pas vus faire de grands changements là-dessus. Raoul, sur la partie dégustation, on va dire dégustation au resto de chez Sarah et Arnaud, tout a eu l'air de marcher. T'en retiens quelque chose t'a choqué sur le moment, ou on passe plutôt à la partie street à emporter? Non, on peut faire très vite là-dessus. Ça a marché. Peut-être sur le visuel, les critiques les 2 critiques avaient l'air un peu surpris, mais au moment de goûter, tu sentais qu'ils étaient très très convaincus. Et les chefs aussi. Non, ça me surprend pas qu'ils aient eu plus de voix sur le resto de leur côté. Eh bah oui, on le dit, du coup, effectivement, en comparaison avec Mathias et Momo, ils ont eu 5 voix à 1, c'est ça, Ouais, si je me c'est trompe ça. pas. Donc, clairement, on sent que s'ils avaient été dans une année classique où tout le monde était au resto, je pense qu'ils l'emportaient assez facilement. C'est sûr. Clairement. Donc bon, dommage pour eux, c'est pas la bonne année. Puisque du côté de Mathias et Mohamed, là, on a senti que ça se passait pas si bien que ça en cuisine. Il y a ce petit oubli du citron sur l'entrée. D'ailleurs, avec Mathias qui balance que ses collègues ont oublié le citron. Toujours le bro, lui, toujours là pour défendre les copains, pas de problème. Ensuite, on a l'agneau qui semble manquer un peu d'épices, ou en tout cas, ça va pas assez loin selon les chefs. Et puis le dessert, ça se passe mieux, mais bon, on est sur quelque chose de classique qui emballe pas tellement les chefs. Donc du coup, la différence se fait en fait sur vraiment ces 9 jurys. Donc il y avait un groupe de 5, un groupe de 4, ces 9 jurys qui sont livrés à domicile. Et alors là, Seb, on rentre tout de suite dans une des problématiques. Est-ce que tu as déjà été livré à un livreur qui t'amène le plat aussi bien présenté que ça? Enfin, est-ce que c'est déjà arrivé une seule fois que ton livreur n'ait pas mis tout sans dessous dessus dans le plat que tu commandes? Voilà, non, c'est pas possible. Après d'avoir des beaux emballages comme ça, En plus. en général, c'est pas tout propre. Alors ils habitent juste au-dessus, il a monté 3 marches. Après, voilà. Non, mais Vu l'appart, ouais. ça avait pas l'air à Aulnay-sous-Bois. Je veux pas. Il y en a un des deux, ouais. Je me suis posé la question aussi. Est-ce que c'était vraiment Aulnay-sous-Bois, un des deux apparts? Il y en a l'autre, bon. Non, mais c'est pas forcément moderne, le cas. Ils sont pas obligés d'être à Aulnay-sous-Bois, les critiques. Ça te fait, suivant où ils sont, ça fait quand même encore plus de raisons de se poser la question de la livraison, tu vois. Enfin, si le mec a fait 20 km pour amener les plats, je vois pas comment il arrive dans cette configuration-là. Bon, bref. Donc, du coup, le gros problème, et là, on y vient, et Seb, je vais te laisser peut-être l'expertise. Pourquoi ça ne pouvait pas marcher, les idées de Sarah et d'Arnaud en vente à emporter? Tout d'abord, donc tu as ton beignet. Le beignet, après une fois qu'il est, soit il est froid, et si tu le fais réchauffer au micro-ondes, ça devient du caoutchouc. S'il est chaud, que tu l'enfermes, ça fait de la condensation et ça va se ramollir. C'est ce qui s'est passé. Pour le tacos, on a à peu près la même problématique. C'est-à-dire qu'après, ta galette, elle va se ramollir et elle va devenir toute molle. Donc ça veut dire que tu
ton nugget qui est mou, ton tacos qui est mou, et derrière, tu as ton donut qui est encore mou. Donc ça fait du mou sur du mou sur du mou. Ouais, et ça explique du coup clairement pourquoi ils perdent 9-0 hein, quand même cette manche. Hein. Vraiment, ils sont vraiment pas sauvés sur l'aspect original, on va dire, de leur proposition culinaire. Ils se font vraiment démonter, on peut le dire comme ça. Raoul, du coup, comment on explique enfin, tu vois, là, Seb en parle très bien et très facilement tu sens venir que ça va pas bien se passer. Pourquoi, à ton avis, ils sont restés là-dessus? Comment ça se fait qu'ils aient pas réussi ou cherché autre chose, quoi? Bah, on commence à les connaître un peu. Arnaud et Sarah, c'est des cuisiniers un peu pas foufou, mais qui ont des idées, qui aiment bien aller au bout du truc. Là, ils se sont dit street food. Bon, bah street food, c'est forcément ça. Il faut qu'on fasse un truc. Je sais pas dans quelle mesure ils sont bien prévenus ou avertis sur le fait que la livraison compte pour plus de la moitié du vote quand même, parce qu'au final t'as 9 voix contre 6 qui se décident à l'extérieur. Donc est-ce qu'ils prennent vraiment ça en compte? Est-ce que peut-être un peu dans le jus aussi, tu sais, sur le moment t'as quand même 15 couverts à envoyer pour le soir d'un truc que t'as jamais fait, que tu viens de créer et tout. Voilà, peut-être que y a un peu tout ça qui fait que en fait, moi, je trouve que c'est une erreur, une faute professionnelle. Bon, c'est un grand mot, mais voilà, c'est une erreur un peu bête parce que même Ben hier, elle l'a dit en avance. Tu vois, quand on en parlait avant, Ben il a dit, oh là là, mais attention, un nugget, il va être tout mou quand il va arriver. Le premier truc que Saran a dit, c'est ça va être tout mou quand il va arriver, et paf, il est tout mou quand il arrive. Donc que eux n'y aient pas pensé, alors que c'est des grands cuisiniers, c'est vraiment une erreur dommage. Maintenant. Dans quelle mesure tu peux faire en sorte que ça marche? Est-ce que cette recette-là, il y a un moyen de faire en sorte que elle puisse fonctionner à emporter? Je sais pas. Alors tu vois, du coup, moi je me dis peut-être pas la même recette exactement pareil, mais en restant un peu dans l'idée street food, est-ce que du coup tes cuisses de grenouille, tu peux pas plutôt partir, tu sais, sur un truc un peu style brochette de Jap ou chinois emporté? Est-ce que le bœuf bourguignon, tu peux pas réfléchir plutôt à le travailler dans un burger ou des trucs qui se tiennent bien mieux? Le mec qui Non mais tu vois, des trucs qui se tiennent quand même bien mieux. Le burger à emporter maintenant, les mecs savent faire dans le papier d'alu, tout ça. Ton bun, il reste bien moelleux, bien. En général, tu arrives à quand même manger des bons burgers à emporter. Après, comme tu disais tout à l'heure, il part quand même dans tous les sens. Moi, je le fais encore hier. Le burger, il arrive à moitié de travers. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu. Mais là, je pense que le livreur est un peu moins pressé sur la course. Il en enchaîne moins, donc je pense qu'il aurait fait plus attention. Donc, ouais, moi, j'ai vraiment trouvé ça bizarre qu'ils partent là-dedans et qu'ils s'enfoncent un peu là-dedans. Et ça leur est un peu, on reviendra plus tard, mais ça leur est un peu fatal parce que je pense qu'ils avaient une victoire qui leur tendait les bras. Que juste en continuant un peu comme ça dans le mur, ils perdent alors qu'ils avaient leur place directe, à mon avis, pour la semaine suivante. Donc bon, du coup, vous l'aurez compris, ils perdent cette épreuve face à Mohamed et Mathias qui, eux, pareil, hein, au niveau de la dégustation, elle marche bien, mais on sent que c'est pas ce qui emporte non plus les critiques. Hein, non, ils l'emportent, j'ai envie de dire, par bien fait. Ouais, c'est bien fait, c'est bon. Comme les autres à côté se ratent un peu, à l'image, comme tu l'as dit, Raoul, l'an dernier de Maury et c'était. Non, pas. D'ailleurs, j'ai dit Gratien tout à l'heure, c'était Martin. Ouais. Qui eux, avaient pas fait cuire la viande, donc de toute manière, en servant de la viande crue, était parti dans un autre délire. On sent qu'ils gagnent. Tant mieux pour eux, hein. Ça confirme que Mathias est en forme, que Mohamed a du talent, que. Du coup, ça paraît presque une victoire assez étrange, hein, parce qu'elle se dessine en deux temps avec deux jurys complètement opposés sur le verdict final, mais on l'a senti venir en fait. On l'a senti venir au moment des repas livrés à domicile qu'ils allaient perdre. Donc pas tellement de surprise. Et du coup, au final, messieurs, est-ce que cette guerre des restos vous a déçu ou pas, Raoul? Ouais, un peu quand même. Je trouve que en fait, il n'y a pas eu de truc. J'aime bien quand les candidats partent dans des délires un peu fous, dont je peux me souvenir les années d'après, ou quand c'est des triomphes absolus comme l'an dernier avec la friterie. Moi, j'ai un souvenir fort et j'avais adoré quand je crois que c'est il y a 3 ans, en saison 9, où Vincent et je sais plus qui avaient fait le resto des Vikings et lui était à l'entrée avec ses 2 haches et avec sa cape en fourrure. Moi, j'avais trouvé ça génial. Donc bon, j'ai trouvé que cette année, alors oui, il y a quand même le truc de la rue de Arnaud et Sarah, mais
bon, ça, finalement, il gagne pas. Et puis, moi, celui que je préférais a pas ouvert. Et puis, du coup, bon, le menu gagnant m'a pas fait plus envie que ça. Donc, moi, non, perso, c'est pas une gare des restos dont je me souviendrai avec émotion, on va dire. Seb, de ton côté? Ouais, pareil. Parce que, bon, au final, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, tu penses, tu vois, rapidement que ça va être une victoire par défaut. Après, tu vois, est-ce que si Momo et Mathias auraient affronté donc Pierre et Bruno, je pense que ça aurait pas été la même limonade parce que Bruno a vraiment bien étudié son menu et le menu était vachement bien étudié pour la vente emportée. C'est vrai. Et c'est ce que je me suis dit aussi que le match, pardon de te couper, mais que le match aurait été bien plus serré sur la dégustation critique extérieure parce que le pot-au-feu se trimballe facilement. L'œuf aussi. Ouais, il avait fait une petite salade donc pour caler l'œuf. Le pot-au-feu, il avait fait un pressé, donc ça fait une sorte de, on va dire, de burger. La tarte tatin épousait bien le moule choisi. Et je pense qu'au niveau du goût, ça y était. Et je pense qu'ils auraient peut-être pu gagner là. Je suis bien d'accord, on aurait pu avoir finalement un match plus serré avec Bruno et Pierre face à Mathias et Momo. Comme par contre, donc bon, écoute, j'entends votre déception hein, et je relais aussi celle des réseaux sociaux parce qu'elle était quand même assez importante sur cette épreuve. Bon, c'est comme ça, on verra l'an prochain sur la prochaine guerre des restos. Toi, t'as kiffé, Raph? Ouais, moi j'ai trouvé l'épreuve sympa. Clairement, le bouillon urbain, moi, c'était vraiment ma cam, hein, que ce soit l'extérieur, le truc. J'ai vraiment cru qu'à un moment, mais j'ai cru qu'à un moment, Arnaud, il allait demander à un tox de se placer devant et qu'il allait nous faire une sortie de métro de Paris à 3h du mat, quoi. Enfin, c'est le gars qui était, c'était un des critiques là avec sa salopette. Ils l'ont trouvé devant, non? Je crois. Ouais, à ce qui paraît. Non, mais je sais pas, moi j'étais vraiment à fond dans le truc. Après, sur la partie livraison, ça m'étonne pas, on l'a dit, hein, ça m'étonne pas que du coup ça passe pas. Effectivement, le nugget c'est un peu mou, même si bon, je me demande si les jeux critiques étaient pas un peu durs parce que mais bon, c'est dur sans goûter hein. Des fois quand même tes trucs arrivent, c'est pas non plus totalement mou ton nugget, tu vois. Enfin je reste un peu interrogatif là-dessus. Bon, c'était comme ça. Et après sur le concept de Momo et Mathias, moi j'aime bien la bouffe méditerranéenne, donc perso j'aurais pas eu de problème à aller là-dessus. J'aurais même choisi ce resto dans les deux, donc comme vous dites, c'est pas une guerre des restos de légende. On verra la suite. Du coup, on passe à bien entendu notre dernière chance, où on se retrouve avec Pierre, Bruno, Sarah, Arnaud, autour d'une épreuve qui, j'ai l'impression, revient presque tous les ans. Ouais. La salade. Seb, la salade, c'est une épreuve qui t'intéresse, c'est un thème que t'aimes bien? Franchement, non, pas trop, parce que la salade cuite, c'est pas trop mon kiff. Donc voilà, je l'ai regardé d'un œil, sans plus. Après, surtout que les deux premiers candidats partaient à peu près sur la même idée, donc la sucrine grillée au barbecue. Donc ça a été revu. Je pense que l'année dernière, il y a eu aussi une dernière chance sur la salade. Il y a eu aussi de la sucrine au barbecue. Avec Adrien qui fait un carton incroyable. L'an dernier, ils disent que c'est le meilleur plat de la saison, le jury, au moment où il le mange, la sucrine d'Adrien. C'est pas Glenn Vieil d'ailleurs qui mange la sucrine d'Adrien. Pour moi, c'était pas en dernière chance, c'était une épreuve avec Glenn Vieil. Mais je vais vérifier en direct, mais je sais plus. Alors, c'était peut-être pas une dernière chance effectivement, mais moi j'ai juste le souvenir de la sucrine d'Adrien l'an dernier. Peu importe, vous me direz. Donc on a, comme Seb l'a dit, on a Arnaud et Pierre qui partent un peu sur une sucrine rôtie, un peu le même principe. On a un Bruno qui, lui, part sur une sucrine avec des arômes d'agrumes, si je me trompe pas. Il y a de l'algue. Ouais. Avec la citronnelle. Gingembre et citronnelle, ouais, c'est ça. Pas d'agrumes, mais gingembre et citronnelle. Et puis, alors, on a Sarah, qui, elle, clairement fait le truc sur le papier le plus audacieux, puisqu'elle fait un pain perdu salé pour aller avec sa salade. Qu'elle cache par la salade, qui surprend clairement le jury au début. Raoul, quand tu as vu ce truc du pain perdu, est-ce que t'es un peu comme moi, tu t'es dit ok, c'est coup de cœur ou c'est élimination, quoi?
Ouais, je te rejoins que effectivement il y a une grosse prise de risque et que on le voit en dernière chance. Les prises de risque c'est effectivement quitte ou double littéralement. Maintenant, moi je suis un peu comme Seb. Tu me dis le thème c'est la salade. Moi la salade j'en mange pas. Je suis pas un lapin donc je mange pas de salade. Petite référence bien sûr vous l'aurez. Et donc quand Sarah elle dit moi je vais faire un pain perdu que je vais cacher sous de la salade. Moi j'adore. Let's go. Enfin moi tu me sers ça, c'est ça qui gagne tout de suite parce que c'est intelligent. Pour moi la salade en tant que telle j'ai du mal parce que ça manque. Bon, j'aime bien quand c'est un peu consistant, donc voilà, juste de la salade ça me déçoit un peu et je trouve que le pari de Sarah est intéressant parce que elle apporte un peu plus que la salade. Oui il y en a et le risque à ce moment-là c'est sans doute d'être hors sujet parce que si tu mets pas assez de salade on risque de te dire oui mais le thème c'était la salade. Donc je trouve qu'elle joue bien le coup et qu'en plus visuellement c'est fort parce que comme tu vois la salade tout de suite, les chefs partent avec un a priori positif et après découvrent le pain perdu et ne sont pas, on leur a pas genre vendu le pain perdu avec un peu de salade en dessous, ils auraient dit ah ouais mais non là c'est pas le thème et quand même c'était bon ils auraient dit non, c'est pas bon, c'est pas le thème. Là ils ont la salade tout de suite donc ils sont dans le bon état d'esprit et là-dessus bien joué à elle. Seb, toi de ton côté, de mémoire, t'avais pas un peu peur que le morceau de pain soit trop gros, non? Il me semble que tu nous avais dit ça c'est hier. ça. J'ai eu peur parce que je vois le gros morceau, je vois par rapport à la salade, ça devait faire 2 tiers, 1 tiers la proportion. Je me suis dit ouf, c'est premier aperçu, j'ai eu peur que ce soit vraiment trop gros. Mais bon, après c'est passé. Elle a eu le coup de cœur du jury. Et après, je pense qu'il n'y avait pas photo non plus par rapport aux autres parce qu'elle a joué un peu le contre-pied au niveau des goûts. Et voilà, et avec ce pain perdu qui a fait la différence. Clairement, donc tu l'as dit, elle reçoit le coup de cœur du jury. C'est déjà la deuxième fois où en dernière chance elle reçoit le coup de cœur du jury, hein, puisque la première fois c'était sur la tomate, elle s'en était très très bien sortie. Là à nouveau, donc déjà en plus on sent qu'elle est vraiment au taquet sur le végétal, hein, qu'elle maîtrise quand même les idées à ce niveau-là. Et je trouve, on y reviendra plus tard dans le classement, mais on sent quand même qu'elle est bien plus forte que ce qu'on pensait, non Raoul? Oui, mais alors plus forte que ce qu'on pensait. Moi, En début de saison, en tout cas. Ah bah tu vois, début de après un saison, ou deux oui, épisodes, on l'avait mis dernière. Hein. Mais oui. En fait, ce qui est fort avec Sarah, c'est que très vite, elle a pris confiance en elle. Hein. Ça a l'air un peu bateau dit comme ça, mais c'est vrai que quand tu vois sur la première épreuve, au moment des brigades, de la formation des brigades, elle a l'air un peu larguée et puis très vite elle se remet dedans. Elle fait des trucs intéressants et ensuite elle a vraiment eu des plats qui ont toujours en tout cas vu de l'extérieur j'ai envie de dire une histoire à raconter. Et on dirait que j'en fais des caisses mais il y a toujours un truc qui te donne envie de le goûter ou de comprendre un peu ce que c'est parce que ça sort toujours un peu de l'ordinaire et c'est pas non plus trop what the fuck. Donc il y a toujours un truc intéressant avec elle et pour ça oui je trouve qu'elle ça me surprend pas qu'elle arrive à faire des très bonnes dernières chances parce que voilà sur un plat donné avec où il faut juste être un peu direct tout de suite, elle a des bonnes idées en fait et c'est ça qui fait qu'elle s'en sort bien, c'est qu'avec ses bonnes idées elle est capable de se démarquer et du coup d'éviter d'être éliminée. Alors, deuxième de l'épreuve, du coup, donc c'est Bruno qui ensuite est sauvé par les chefs avec une salade qu'ils ont décrit comme faussement facile et faussement classique. Donc, c'était tout l'intérêt de son plat, visiblement, hein, c'est d'avoir donné cette sensation que ça allait être quelque chose de très simple et finalement qui se révélait bien plus complexe. Et donc là, on se retrouve, monsieur, avec un messieurs, j'ai envie de dire, un des moments qu'on redoutait, puisque les deux candidats possiblement éliminés étaient donc soit Pierre, soit Arnaud. Autant dire nos deux chouchous, j'ai envie de dire, depuis le début de la saison, hein, nos deux gars sûrs. Et là, alors, du coup, Arnaud est éliminé. Je sais pas si, Seb, toi, ça t'a fait la même impression. Le montage a été bien fait parce que moi, je pensais vraiment que ça allait être Pierre qui sortait. J'avais l'impression que les critiques étaient moins bonnes pour Pierre qu'Arnaud. Elles étaient plus mitigées, je trouve. Ouais. Parce que tu avais vraiment Hélène Darroze et Michel Saran qui étaient pour, donc notamment avec l'émulsion Cresson-Macadamia. De l'autre côté, tu avais le chef Etchebest et Paul Perret qui ne trouvaient pas trop d'intérêt. Donc, c'est vrai que ça aurait pu. Mais après, j'ai compris quand ils ont trouvé qu'il y avait trop de choses dans l'assiette d'Arnaud. Et ça, c'est un truc que les étrangers, notamment Gordon Ramsay, reprochent aux Français, c'est qu'ils nous disent tout le temps, vous en mettez trop dans l'assiette.
Mais d'ailleurs, c'est Perret hein, même qui a fait ce reproche-là. Donc peut-être, comme tu dis, dans cette idée un peu ça me fait dire dans cette idée un peu d'une approche aussi peut-être un peu plus internationale du coup de l'assiette, de la cuisine, de la façon de monter, de construire le plat. C'est que c'est Perret qui est le premier à reprocher sur le plat d'Arnaud, qui a presque 2 plats en un, qui a trop. Raoul, c'est sur le moment, tu dis que c'est un peu dur, non, de sortir un candidat qu'on donne un peu trop, en fait, qui est trop généreux. Je suis d'accord, c'est vrai que c'est difficile à entendre quand tu fais un truc bon, qu'on te dit il y en a trop. Je dis bah oui, mais si c'est bon, s'il y en a plus, tant mieux. Et donc je peux comprendre la déception. Et en fait, c'est vrai que quand je repense aux 2 dégustations, la dégustation de Pierre, en fait, ils sont pas très convaincus. Ils disent oui, c'est bon, c'est bien, mais voilà, c'est pas exceptionnel. Et Arnaud, comme tu dis, Seb, il y a vraiment 2 camps. Et je pense que à ce moment-là, je pense que Hélène et Michel, qui étaient pas les moins, qui étaient disons les plus convaincus par Arnaud, quand Etchebest et Perret ensuite au débrief à 4 ont dû dire bah, moi c'est celle-là que j'aime le moins, eux ils ont dû un peu dire oui c'est ok d'accord, parce que sur le premier j'ai pas eu vraiment de sensation qu'il y avait eu que c'était raté, c'était pas incroyable et ils l'ont tous dit, mais ils avaient l'air d'être bon moyens quoi. Donc bon ouais un peu surpris, je vais pas te mentir que j'ai transpiré jusqu'au bout et au moment où ils annoncent le plat d'Arnaud là j'ai eu un oh putain de soulagement, genre comme rarement, parce que je me suis dit vas-y si on voilà vous l'avez vu hein, on joue un peu là-dessus depuis quelques jours, on se dit attention si on a encore porté l'œil et que la malédiction frappe Pierre une deuxième fois là ça deviendra un peu louche. Donc bon on a évité cette catastrophe mais voilà on perd un grand candidat, le roi des voilà, pirates, ouais. Voilà on a perdu le chacal, on a perdu notre copain le chacal. loupard. C'est terrible. Bon, c'est effectivement, tu l'as dit, voilà, Arnaud quitte la compétition à ce moment-là. Bon, il est quand même dans les 6 derniers, donc il peut être vraiment fier de son parcours. Et c'est dommage, j'ai presque l'impression que ça lui coupe un peu les ailes, parce que depuis 2 semaines, on avait l'impression de voir un nouveau Arnaud encore vraiment mieux dans la compétition que ce qu'on avait vu en début de saison. Donc c'est peut-être un peu dommage à ce niveau-là. Et je pense qu'il va longtemps regretter ce nuggets de grenouille un peu trop mou, parce que s'il remporte la guerre des restos, ils sont qualifiés une semaine de plus et lui évite la dernière chance. On se retrouve après un petit jingle pour nos top et nos flops, messieurs. Allez. Samuel, c'est le patriarche de la saison, c'est le plus sage. Moi, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con. Allez, dernière minute. Je te demande pas on fait un enfant, non, je te demande est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas? Alors, nos tops et nos flops. Seb, on va commencer par toi, ton flop de la semaine. Alors, le flop. Un seul, hein, attention. Ouais. Bon, mis à part François Régis et toute sa clique, on va dire le déroulé de l'épreuve de la guerre des restos, la répartition des points. J'aurais bien aimé, parce qu'au final, c'est ce qui a fait la différence. Donc, j'aurais bien aimé que tout le monde déguste à emporter. Raoul, de ton côté? Moi, je rejoins un peu Seb. En fait, je trouve que quitte à faire un truc où c'est pas il y a 2 différents, équilibre-les parce que du coup la vente est emportée avec beaucoup plus de points attribués et c'est pas forcément l'exercice. Bon là c'était comme ça. Non, mon vrai flop en revanche c'est le haut que portait Hélène Darroze pendant les interviews face cam. C'est juste impossible. Franchement voilà hein, on est dans le subjectif, on est là pour raconter un peu des bêtises aussi et vraiment moi ce haut c'est pas possible, ça ressemblait à rien. Je suis tombé de mon canapé en voyant ça. Vraiment, c'est pas possible. Et pourtant, on en a vu des trucs dans Top Chef et Paul Perret n'est pas le dernier non plus à avoir un style vestimentaire douteux. Mais là, vraiment, Hélène fait quelque chose, quoi. C'est noté, on lui passera, la remarque. Moi, je vous le dis, vu que vous me demandez pas, messieurs, mais je vais quand même vous donner le mien. Non, mon flop, moi, c'est le menu de Pierre et Bruno, en fait. Clairement, j'ai trouvé que c'était un menu trop en plan pour une guerre des restos. Enfin, comme tu l'as dit, Raoul, souvent, on voit des trucs, on a l'impression que les candidats se lâchent. Alors, des fois, c'est tout con, hein. C'est vrai que c'est juste un intitulé. En fait, le plat est absolument classique, mais c'est juste dans l'intitulé qui fait la différence. Mais là, du coup, j'ai trouvé
la guerre des restos, t'es dans les 6 derniers à Top Chef et t'envoies un truc où c'est au feu avec machin, tarte tatin avec une cire d'abeille. Enfin, tu vois, je trouvais ça décevant en fait qu'il se soit pas plus lâché dans cette idée d'aller plus loin. Et bon, c'était mon petit regret parce que du coup, j'avais l'impression que c'était, moi, j'ai senti assez rapidement que c'était joué à ce niveau-là et que ça allait pas marcher. Donc c'était un peu dommage. Voilà, mon flop. Raoul, ton top? Tu l'as bien mentionné là pendant le podcast. Mon top, c'est les réseaux sociaux hier soir. Il y a toujours des trucs très drôles et il y a des comptes. Il y en a 3 notamment qui sont toujours assez au taquet sur un peu les mêmes et les réactions en direct. Et hier soir, je me suis vraiment marré en voyant des trucs. Et tout à l'heure, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Quand je dis la vanne du gars qui critique qu'on a trouvé devant le resto de Sarah et Arnaud, c'est pas de moi. Je l'ai trouvé ça, c'est un des tweetos qui a fait ça, et vraiment j'ai vu des trucs hyper drôles et ça m'a bien fait marrer, et justement ça m'a un peu redonné le sourire après cette émission, après cette épreuve, voilà, qui moi m'a un peu attristé. Donc voilà, j'étais hyper content et de voir que la créativité des gens est formidable. Je te rejoins là-dessus. Seb, ton top? Moi, ça a vraiment été l'ambiance au sein de chaque binôme. Il y a tout le monde tiré dans le même sens, une bonne ambiance. Même Mathias, j'ai eu peur. Au final, il a laissé le lead à Momo. Franchement, ça s'est bien goupillé. Tout le monde a trouvé son resto rapidement. C'est pas parti en guéguerre. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé. Et toi, Raphaël, quel est ton top? Merci Raoul de me le demander enfin. Eh ben écoutez, moi je me sentais obligé de rendre hommage à Arnaud, qui pour moi a été vraiment le candidat, le personnage de la saison. Alors on sait, c'est la télé, c'est des fois monté un peu pour justement magnifier, on va dire, des traits de caractère de certaines personnes, de les mettre plus en avant. Mais je pense vraiment que l'an prochain, quand on fera le bilan de la saison ou quand on essaiera de se rappeler de cette saison, je pense qu'Arnaud sera le premier nom qui vient en tête de tout le monde. Voilà, il nous a lâché quelques masterclass entre là cette décoration un peu improbable pour un resto, même de rue, le trompe-l'œil bien sûr dont tout le monde se souvient, cuvette DVC, enfin ses expressions, enfin voilà, moi grand coup de cœur pour Arnaud cette saison, et je serais pas étonné vu le personnage. Je serais pas totalement étonné qu'on le revoie dans quelques émissions de télé dans les années à venir. Façon ce qu'ils font avec Merwan maintenant. Ouais, voilà, dans la deuxième partie de soirée. Ouais. Et franchement, je serais pas ultra surpris. Raphaël, je te rejoins complètement, et t'as raison de préciser qu'avec la télé, il y a toujours des trucs un peu mis en avant et tout. Maintenant, refaisons quand même un peu de promo pour le podcast. On l'a eu dans l'émission, et moi j'étais pas là à ce moment-là, mais de ce qu'on entendait, il avait l'air aussi sympa et naturel que dans l'émission. Donc déjà, voilà, c'est sans doute pas complètement joué et monté de la part de la prod. Et je lisais ce matin son interview d'élimination. T'as toujours plein de médias qui interviewent le candidat éliminé. Et même dans l'interview, il casse des mots comme Momo, c'est mon pote chacal, je sais pas quoi, je suis à fond derrière lui et tout. Donc je pense vraiment pas que c'était surjoué et monté de sa part. Et c'était vraiment, t'as raison, un des candidats les plus cool et les plus fun à suivre cette année. Donc un grand bonhomme qui va nous manquer. Salut mon pote. Salut mon pote. Vas-y Seb. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si, alors je sais plus sur quel réseau, mais il me semble qu'il fait des petites recettes. Ça s'appelle Gamelle de chantier. Il me semble avoir vu passer ça. Ah, c'est possible, ouais. Mais en partenariat avec une grande marque, je crois, une enseigne de bricolage, non? Il me semble. J'ai cru voir passer ça aussi. Je sais plus. C'est Arnaud Baptiste son nom, ouais, c'est ça. Ouais, vous pourrez vérifier sur les internets. Et donc en attendant, on perd forcément un candidat de plus dans notre classement, sur lequel on va revenir tout de suite. Donc messieurs, on revient sur un de nos derniers classements, un classement de la semaine 11. On n'a plus que 5 candidats, donc on se rapproche clairement du moment où on ne fera plus de classement parce que ça n'aura plus grand sens. Alors, on va pas vous mentir, chers auditeurs, on n'a été que 3 dans la rédaction à faire le classement. Je viens de voir ça, les copains, ils font quoi là? Alors que d'habitude, on est 6 ou 7 à le faire, donc autant vous dire que notre classement est peut-être pas le plus représentatif de l'année, bien qu'à mon avis, je pense qu'il aurait ressemblé à peu près à ça malgré tout, parce que je trouve que dans sa forme, et on va y revenir tout de suite, il est assez cohérent. Alors je vais vous le donner en partant du bas. Donc 5e de ce classement, c'est Bruno. Messieurs, vous avez tous les deux mis Bruno 5e, comme moi.
pourquoi, Raoul, pourquoi Bruno est dernier pour le moment selon toi? Et attention, on va le préciser tout de suite. 5e de ce classement, être dernier de ce classement, ce n'est pas négatif puisque Bruno est dans les 5 derniers de la compétition. Donc là, j'ai envie de dire, c'est vraiment le moins bon des meilleurs. Hein. Oui, bah, il faut qu'il y ait un dernier de toute façon dans tout classement. Bruno, il est dernier. Alors, c'est difficile de le placer lui et de les placer lui et Pierre parce qu'on les a pas vus cuisiner finalement hier, sauf sur la dernière chance. Bruno, je l'ai mis dernier parce que c'est un peu cohérent avec ce qu'on disait déjà la semaine dernière, que c'est peut-être celui qui a un peu le moins de créativité, un peu moins le grain de folie qu'ont les autres, mais c'est son trait de caractère aussi, et on le voit, il est venu aussi pour améliorer tout ça, et ça a l'air de bien marcher, donc il a quand même une grosse technique, mais tous les 4 autres ont un petit truc en plus à chaque fois. Lui est très fort partout, les autres aussi, mais les autres ont toujours un petit truc en plus, et lui, comme je le vois moins chez lui, c'est pour ça que je le mets à cette dernière place sur 5, hein, rappelons-le, les 5 sur 15, très fort quand même, quoi. Oui, voilà. Seb, à peu près les mêmes arguments pour Bruno, ou il y a où tu veux rajouter quelque chose sur sa dernière Ouais, place? je l'ai mis cinquième parce que un petit peu plus effacé. Voilà, ils n'ont pas été qualifiés, comme c'est lui qui avait pris l'initiative des recettes et du concept. C'est pour ça. Ouais, mais c'est ça en fait, Raoul, je rebondis là-dessus. Je pense que ce côté discret, c'est à la fois un peu sa force et sa faiblesse. Et je trouve que là, dans cet épisode, on voit cette force et cette faiblesse dans les 2 épreuves. Ouais. Dans la première, on voit que c'est un peu sa faiblesse parce que par rapport aux autres candidats dans la guerre des restos, son idée de menu, elle est moins audacieuse, moins créative, et donc ça lui coûte l'épreuve, clairement. Mais par contre, sur finalement ce côté plus discret, mais plus fort peut-être dans ses classiques, on va dire ça comme ça lui permet sur l'assiette de la salade en dernière chance de proposer quelque chose de faussement simple, et presque à son image. Enfin, quand les chefs voient la recette, ils se disent ouais, bof, machin, et puis en goûtant, ok, non, ça assure, ils le mettent deuxième. Donc j'ai l'impression que vraiment ce trait de caractère chez lui, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Et hier soir, je trouve que ça s'est vu vraiment sur les 2 épreuves. Ensuite, messieurs, alors là, on va le faire ensemble parce qu'on a un trio, donc notre 2e, notre 3e, notre 4e, que vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez suivant vos préférences. C'est donc Sarah Mingui, Mohamed Cheikh et Pierre Chomet, qui sont tous les 3 à égalité dans notre classement. Ils ont le même nombre de points. Alors, on va les prendre en groupe comme ça. Moi, sur le papier, en fait, ça me semble cohérent de les avoir tous les 3 à peu près au même niveau parce qu'ils ont chacun leur force, leur faiblesse. Ils remportent chacun des épreuves ou pas. Seb, pareil là-dessus, c'est un groupe que tu vois aussi à peu près de même niveau, ou toi, tu avais quand même des vraies différences entre les 3? Non, moi c'était ça, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc j'ai mis 5e Bruno parce qu'il est moyenne partout. Pas de force, pas de faiblesse. Mais après, voilà, le groupe de 3 qui est juste devant, chacun a quelque chose en plus. Donc tu as Pierre qui a l'air super fort, super technique. Pareil pour Momo. Sarah peut-être moins technique, mais elle a ce petit grain de folie qui va faire pencher la balance de son côté. Donc après, c'est vraiment juste quelque chose de personnel, quoi. Vous pouvez mettre qui vous voulez devant. Après, c'est voilà, même pas, ça me choque pas que Sarah soit 2e, ça me choque pas qu'elle soit 4e aussi. Donc Ouais, c'est en fonction de chacun, quoi. assez d'accord de mon côté aussi. Moi, j'ai encore une fois, hein, j'essaie de pas trop faire de gros changements d'un power ranking sur l'autre. Et comme la semaine dernière, j'avais mis Mohamed dernier parce que il avait jamais gagné en solo, ce qui n'est toujours pas le cas d'ailleurs, hein, je tiens juste à le rappeler. J'ai mis Bruno dernier parce que bon, voilà, hier sur l'épreuve, il est moins bon. Du coup, j'ai mis Mohamed 4e parce que bah voilà, je vois Pierre et Sarah devant, et je mets Pierre devant Sarah parce que bah Pierre c'est le parrain de l'émission, quoi. C'est le bro, c'est le premier qui est venu. Bon délire avec lui. On a adoré avoir Sarah aussi, et j'étais très content de l'avoir. Mais voilà, il fallait choisir entre les 2. Donc Pierre en 2, Sarah en 3 et Mohamed en 4. Et je suis complètement raccord avec le fait qu'on pourrait les mettre dans n'importe quel sens et que ça m'irait quand même. Ouais, non, mais globalement, je vous rejoins. Je pense qu'il y a pas scandale à avoir ce groupe de 3 dans un sens ou dans l'autre. Moi, pour dévoiler les coulisses à nos auditeurs, j'ai donc Pierre en 4e, Mohamed en 3e et Sarah en 2e. Et clairement, j'avais envie d'insister, moi, dans mon classement personnel, un peu sur Sarah en 2, parce que je trouve que quand même, semaine après semaine, elle a vraiment
elle a vraiment élevé le niveau qu'on pouvait attendre d'elle. Elle reste là sur l'épisode d'hier en cuisine, on a l'impression que c'est quand même elle qui a globalement maîtrisé ce qui a été fait dans le resto, dans la guerre des restos, pendant qu'Arnaud était peut-être. Alors après, c'est le montage qui nous montre plus Arnaud sur la déco. Je suppose qu'il l'a aidé quand même dans la préparation de tout ça, mais on a quand même l'impression que c'était Sarah à la manœuvre. Et quand tu vois le succès que ça a eu auprès des chefs, c'est que ça devait quand même envoyer pas mal. Et puis derrière, sur l'épreuve de la salade, encore une fois, en dernière chance, elle s'en sort super bien, elle bat les 3 autres. Et donc depuis plusieurs semaines, elle a quand même pas mal de victoires individuelles à son actif. Et moi, je me dis, sur la suite, je la vois de plus en plus aller loin parce que je pense, et c'est un peu ce que Seb disait sur son côté grain de folie. Moi, je dirais un peu, j'ai l'impression que c'est peut-être une des candidates cette saison qui a le plus ce côté émotion à travers un plat. Et c'est aussi, ça rejoint peut-être un peu, Raoul, ce que tu disais autour de réussir à raconter une histoire autour de ces plats, machin. J'ai l'impression qu'il y a une capacité, peut-être plus que d'autres candidats encore en lice, à créer des coups de cœur en fait autour de ces plats. Ouais. Peut-être par ce grain de folie, peut-être. Enfin, tu vois, les autres ont gagné des épreuves, mais j'ai jamais eu l'impression qu'il y a eu autant de coups de cœur annoncés, dit qu'il y en a eu pour Sarah quand elle gagne les épreuves, où tu as l'impression qu'à chaque fois quand elle les gagne, c'est des vrais coups de cœur en fait. C'est des trucs, bam, ça te prend et elle les gagne quoi. Ouais. Donc voilà, moi c'était pour ça. Je sais pas si là-dessus vous voulez compléter ou ça vous convient moyen comme argumentation. Ça me convient très très bien, Raphaël. Très belle argumentation, bravo. Tout à fait. Bah super. Super. Et donc on passe sur notre nouveau numéro 1 qui avait été peut-être au tout début de il y a 2 semaines, qui avait perdu sa place. Début, qui avait perdu sa place, qui revient numéro 1. Parce que bon, alors pour le coup, lui, on l'a quasiment pas vu hier. C'était une soirée assez tranquille pour Mathias. Ouais. Voilà, Mathias à nouveau le numéro 1 de notre classement. Raoul, pourquoi ? Mais parce que c'est le plus régulier depuis le début. On dit que les autres ils sont capables de coup de cœur, et tu le dis quand Sarah elle a un coup de cœur, c'est un vrai coup de cœur, mais Mathias il n'est plus comme il a pu l'être sur le début du concours, hors sujet sur certains trucs, de passer à côté dans certains dosages, dans certains équilibres de ses plats. Il est hyper carré à chaque fois, toujours à disputer la victoire ou pas, et ça se voit de plus en plus là depuis quelques semaines. Il gagne la guerre des restos d'hier, et voilà, en plus. Voilà, on le dit, on rigole. On a fait éliminer quand même Pierre, on a fait éliminer Baptiste, on a fait éliminer Thomas avec notre première place. Je vois qu'on a fait éliminer, j'avais oublié, on avait Mathieu en 2e semaine, qui était premier de notre Power Ranking, éliminé. Donc voilà, moi je me dis, si Mathias, qui est un peu ma tête à claque de cette émission, veut se faire éliminer semaine prochaine, let's go. Ça marche. Seb, Mathias premier, donc tu l'avais aussi premier. Est-ce que pour toi, là, Mathias est le grand favori d'ici la fin du concours ? Je sais pas, j'enterrerai pas Pierre quand même. Parce que, après, moi, ce qui me gêne encore avec Mathias, c'est que, oui, il a gagné, mais il n'a pas eu d'épreuve waouh. Baptiste l'a eu, Arnaud en a eu, Sarah en a eu, lui, il l'a pas eu. Vraiment le gros coup de cœur du jury, vraiment, on va dire, son plat signature. Là, honnêtement, je te demande, depuis le début de la saison, cite-moi un de ces super plats. Là, j'aurais du mal. Je te trouve dur pour le coup. Moi, je peux t'en citer. Enfin, je trouve qu'il y a quelques épreuves, où moi je le vois gagner. En tout cas, moi, je me souviens de son truc des champignons, là où il avait monté la toute première épreuve, je crois, le cœur coulant. Alors, il avait pas gagné, mais ouais, moi j'ai quelques plats de Mathias en tête, en tout cas. Ouais, mais tu n'as pas l'effet waouh. Non, toi, tu te dis, ouais, d'accord. Okay, ça, c'est top niveau, quoi. Pas sur les dégustations des chefs, en tout cas, ça c'est vrai. Ouais, voilà. Et c'est ça qui me gêne un petit peu. Mais après, bon, sa première place, il la mérite. Il en embuscade. Lucas l'avait déjà mentionné dans un précédent podcast. Il faut savoir ménager sa monture. Il faut aller le plus loin possible et pas se faire sortir. Donc pour l'instant, il a échappé aux balles. Ouais, clairement. Et puis on le rappellera jamais assez, mais là, quand même, la particularité de Top Chef, c'est cette finale où finalement, la plupart des points sont attribués par un public d'amateurs, des bénévoles de la Croix-Rouge.
Et c'est vrai que du coup, c'est arrivé plusieurs saisons qu'on voit que celui qui l'emporte, c'est pas forcément celui qui va faire le plat le plus impressionnant dans une épreuve ou dans le menu, mais celui qui va créer le niveau moyen le plus haut en fait sur l'ensemble de son menu et qui va être le plus consensuel. Et à ce niveau-là, je me dis que Mathias, sur ce qu'il montre depuis le début de la saison, il a peut-être cette capacité à plaire à tout le monde en fait au moment de la dégustation finale, sans forcément créer le waouh, mais plaire à tout le monde. Un peu comme d'ailleurs David l'an dernier en finale. Hein. Oui, c'est ça, parce On se rappelle. qu'au final, c'est des gens comme toi et comme moi qui dégustons, donc on n'a pas forcément le palais d'un grand chef. Non, ne nous mets pas à ton niveau, Seb, toi tu es bien au-dessus de nous en termes de dégustation gastronomique quand même. Non, mais bon, on va pas sentir, voilà, s'ils vont te mettre une épice spéciale ou quoi, donc voilà, il faut savoir taper juste dans ce moment-là, quoi. Une finale, ça se gagne. Mais est-ce C'est bien beau de faire un truc super beau, mais si au final tu perds. Et bah pour le coup, c'est pas forcément Mathias que je mets favori de ce genre de configuration, tu vois, de faire un truc très bon mais accessible. Moi j'ai peur. Je me dis que Mathias, arrivé en finale, il est capable de partir sur un truc un peu fou et que si en face t'as Mohamed ou Pierre qui eux ont une très grosse technique, mais Mohamed en plus il est habitué à de la. Alors attention, j'allais dire cuisine de cantine. Non, pas du tout. C'est Voilà. pas la cantine du lycée, hein. C'est la cantine de très haute entreprise sur les Champs-Élysées. Donc attention, ça n'a rien à voir. Mais justement de penser un peu à des trucs plus grand public en tout cas. Je mettrais pas forcément Mathias gagnant, mais sur ce que tu dis, Raph, je te rejoins. Il est capable d'arriver en finale assez largement. Bon, écoutez, on verra ça dans les semaines à venir. En tout cas, donc je répète notre classement de cette semaine 11. Bruno 5e. Ensuite, aux places 4, 3 et 2, on a un trio à égalité. Donc Sarah, Mohamed et Pierre que vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez, suivant vos préférences. Et donc notre nouveau numéro 1 de ce classement, c'est donc Mathias, à qui on va souhaiter bonne chance avec notre possible malédiction du podcast. Écoutez, j'espère que ça lui sourira ou pas pour ceux qui ne l'aiment pas. Chacun se fera son avis là-dessus. Est-ce qu'on laisse pas quand même une dernière chance à nos camarades de pouvoir peut-être donner, je sais pas, si d'ici ce soir ils l'ont fait, on le publiera avec les résultats à jour, parce que bon, là on est que 3, c'est pas très représentatif. Mais après, tu peux me dire, non, bien fait pour eux, c'est toi le chef cette semaine. Écoute, on va voir s'il y a des gros s'il y a des gros écarts, on changera. Ça se trouve, ça va peut-être pas donner grand chose de plus. Hein. On va voir. On verra ça avec la conf. On va appeler une conf de rédaction le last call, on va dire ça comme ça, de dernière minute pour cette histoire de classement, et vous pourrez le retrouver actualisé, on va dire ça comme ça, sur les réseaux sociaux. En tout cas, messieurs, c'est comme ça que se termine notre émission cette semaine. C'était un plaisir de vous avoir avec moi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter d'ailleurs avant de terminer ? Oui, la semaine prochaine. Bah oui. La semaine prochaine. Alexandre Mazia. Plus après, le plat, c'était sur les trois Etchebest se met à genoux. Oui, j'ai oublié. Et en fait, c'est un peu comme ce qu'ils avaient fait en quart de finale l'an dernier. C'est c'était le plat un peu la spectacle. C'était le show culinaire. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, franchement, je me languis d'être à mercredi prochain. Ouais, pareil. Tant mieux que vous parliez de ça, parce que pour être tout à fait franc, j'ai même pas vu les images de la semaine prochaine. J'ai éteint dès qu'Arnaud s'est fait éliminer, j'étais trop dégoûté. Aïe, le rage quit. et donc après, non mais c'était marrant parce que du coup, je fais ça, et puis juste avant de me coucher, je finis de regarder ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Là, je vois plein de réactions, genre waouh, ça a l'air incroyable la semaine prochaine, ça va être un truc de dingue. Et je me suis dit, mais merde, j'ai raté quoi en fait? Qu'est-ce qu'ils ont montré sur ça? Une deuxième guerre du resto. Non. Enfin bon, bref, donc tout ça pour dire, écoutez, sur ces jolis mots, sur cette hype pour la semaine prochaine, c'est comme ça qu'on termine cette émission. Vous pouvez, n'oubliez pas, retrouver Micro-ondes Podcast sur toutes les plateformes d'écoute, de streaming audio en ligne de France, de Navarre et même international. Il suffit de taper sur Google Micro-ondes Podcast et vous inquiétez pas, vous trouverez une plateforme pour nous trouver sans aucun problème. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Micro-ondes-cast, et Facebook, Instagram, c'est @micro-ondes-podcast. Vous pouvez aussi retrouver mes deux comparses sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a un qui veut faire la promo de son compte en particulier, ou les gens vous cherchent comme des archéologues et voilà? Non, mais à Raoul VDG, lâchez un like, lâchez un follow sur Twitter, n'hésitez pas, je raconte plein de trucs rigolos. Ouais, si Seb, vous voulez, c'est Sébastien _TDA.
TDA, Ben voilà. mais comme Touchdown Actu, le fameux site de NFL. Ouais, tout à fait, la maison Incroyable. mère. Ah, mais ok, trop bien, je savais pas. Bravo, j'adore ce site, hein, c'est un très bon site, bravo. Ce moment corporate offert par Raoul, c'est Ouais, il c'est très beau. faut, mais il faut un peu. Oui, non, mais t'as tout à fait raison. Bon, en tout cas, c'est comme ça. On va enfin réussir à clôturer cette émission parce que là, on rallonge cette séquence de conclusion. C'est comme ça qu'on termine. On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et puis, ciao tout le monde. Allez, mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais aux toilettes. Oh le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur. Ça coûte, c'est marrant, on a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez toi. Je veux pas rentrer chez moi. Oh là. Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3,